CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Alors, 17h04 avec nous en ligne, Monsieur André A. Morin, qui est député libéral. Comment ça va, Monsieur Morin? Bonjour, Monsieur Pierre. Ça va très bien. Je vous remercie. Bon, alors merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je sais que vous avez dû faire des pieds et des mains parce que là, on est vraiment dans les derniers préparatifs avant les vacances, c'est ça? Oui, tout à fait, vous avez raison. On est présentement en session intensive au Parlement. Donc, le Parlement siège tard en soirée, plusieurs débats à l'Assemblée nationale. Donc, jusqu'à quelle date? C'est jusqu'à vendredi, non pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine. De la semaine prochaine, et ça sera vraiment une période intensive. Oui, tout à fait. Alors là, c'est Pétapan. C'est cet accord-là qui n'est toujours pas signé et les Inuits pensent que François Legault ne l'a pas, mais ne l'a pas du tout par rapport à ce qui semblait être une entente sur ce traité, n'est-ce pas? Et François Legault dit qu'il craint, si jamais il signe ce traité-là, que le Québec soit divisable ou divisible. Ça veut dire que les Inuits peuvent décider de faire cavalier seul et déclarer leur indépendance à leur tour. En fait, Monsieur Pierre, le traité est négocié avec les peuples Inuits. Donc, qui vivent à Maastricht, qui est dans la région du lac Saint-Jean, et Sipit et Nutashquan sur la côte nord. C'est un traité important pour les peuples Inuits parce que ça va permettre, évidemment, une reconnaissance de leurs droits ancestraux, pratiquer leur culture ancestrale, puis renforcer leur économie. Et quand on lit, quand on regarde le traité, quand on regarde aussi la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones qui a été négociée à l'ONU, ce qu'il faut savoir, c'est que les Inuits recherchent un gouvernement autonome sur leur territoire pour leur fin, mais ça n'a pas pour effet d'éteindre des droits des autres peuples, des autres groupes. Puis dans la déclaration de l'ONU, on dit bien que la détermination, l'autodétermination, par exemple, des peuples autochtones n'a pas non plus pour effet de diviser le territoire sur lequel ils sont. Mais votre question est très intéressante parce que je pense qu'on est un peu ici du côté de la perception de la part de M. Legault et j'inviterais le premier ministre à rencontrer les chefs des trois nations Inuits pour être capable d'avoir un véritable dialogue et être capable de bien se comprendre. Moi, je les ai rencontrés, les trois chefs, avec leur délégation, et ça a évidemment permis de clarifier beaucoup de choses. Mais malheureusement, M. Legault ne semble pas vouloir les rencontrer. C'est malheureux. Alors, M. Morin, il me semble qu'il n'y a rien de mieux que lorsqu'on ne se comprend pas,
que de s'asseoir et essayer de dialoguer. Et là, naturellement, vous aussi, peut-être que vous aviez des appréhensions compte tenu des prétentions des Inuits d'avoir un gouvernement autonome. Bon, mais après leur avoir parlé, vous avez pu comprendre, n'est-ce pas, quelles étaient leurs intentions. Et puis, si M. Legault a des appréhensions comme vous, eh bien, on met tout ça dans le contrat pour dire voilà ce qu'il doit y avoir. Eh bien, ce qu'on est prêt à offrir, voilà ce que les concessions que les Inuits sont prêts aussi à faire, pas vrai? Oui, non, vous avez tout à fait raison. Je vous dirais que de mon côté, en fait, je suis très privilégié d'être le porte-parole des relations avec les Premières Nations, un dossier que je travaille énormément fort. Donc, j'avais pas comme tel d'appréhension à rencontrer les chefs et leurs délégations. Mais il faut savoir que le fait d'accorder, par exemple, davantage d'autonomie gouvernementale aux Premières Nations, ce traité, s'il est signé, va leur permettre d'exercer plus d'autonomie au sein de leur gouvernement pour leur peuple, ce qui est tout à fait bien, et puis évidemment renforcer l'économie. Donc, c'est important de dialoguer avec eux. Les négociations, vous savez, ont commencé il y a de nombreuses années. Et je tiens à le souligner, lors de la dernière campagne électorale, M. Legault, en campagne, avait pris la promesse solennelle qu'il allait signer ce traité avant le 31 mars 2023. Alors, écoutez, il n'était pas obligé de prendre cette promesse-là. Il l'a fait, il s'est dit qu'il fallait que ça avance. Alors maintenant, ça fait plusieurs mois que c'est terminé, puis on me dit que le gouvernement demande encore du délai. Alors, c'est ça qui crée un véritable problème, puis c'est pour ça que les chefs Inuits, les 3 chefs Inuits étaient à l'Assemblée nationale cette semaine. Et puis, j'ai été très heureux de pouvoir faire adopter une motion demandant, à l'unanimité, au gouvernement d'agir et d'agir le plus rapidement possible, compte tenu de la promesse que M. Legault a faite. Et le gouvernement, les députés du gouvernement ont voté en faveur de votre motion. Donc, vous avez tout à fait raison, exactement. Donc, c'est une pression de plus pour M. Legault de se dépêcher et à tout le moins de rencontrer ces chefs-là, parce qu'il y a de cette rencontre-là dépendent bien d'autres choses et ces gens-là peuvent bloquer des routes et tout ça et ça serait légitime, n'est-ce pas? Ben, écoutez, vous savez, quand j'ai rencontré les 3 chefs Inuits, ce qu'ils veulent véritablement, c'est une négociation, c'est un dialogue en conférence, en point de presse. Après, justement, il y a un des chefs qui disait, écoutez, nous, là, on veut négocier. Bon, mais évidemment, si le gouvernement ne fait rien, j'imagine qu'éventuellement, ils vont augmenter la pression sur le gouvernement. Moi, mon rôle de parlementaire, c'était d'abord, c'est des questions que j'ai posées en chambre à l'Assemblée nationale, mais c'était aussi par la motion, comme vous l'avez mentionné, de mettre une pression supplémentaire pour que ce traité puisse être négocié et qu'on puisse arriver de la part du gouvernement à une entente qui serait bénéfique pour tout le monde finalement. Et malgré donc tout cet effort, le Premier ministre n'a toujours pas choisi une date, malgré aussi que la CAQ ait supporté la motion supportée par vous, appuyée par vous et même proposée par vous. Il n'y a toujours pas de date à l'horizon pour rencontrer les chefs Inuits. Non, il n'y en a pas. Et j'espère que le premier ministre, en tant que leader, va évidemment s'impliquer et les rencontrer le plus rapidement possible. Et peut-être que M. Legault craint qu'on fasse une entente où il serait tenu de dire que le racisme systémique existe vis-à-vis des peuples des Premières Nations. Ben, écoutez, je peux vous dire que la majorité, des éléments du traité visent bien sûr la reconnaissance d'une autodétermination, d'un développement économique, de la sécurisation culturelle. Si M. Legault veut reconnaître ça, moi j'en serais très, très, très heureux, M. Pierre, parce que ça fait des mois que je demande au gouvernement
de reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Je l'ai toujours dit. On ne dit pas que le Québec est raciste, ce n'est pas ça, mais dans certains organes, dans certaines organisations, ça existe. Il faut le reconnaître parce qu'en le reconnaissant, on va être capable de lutter contre ça. Et le racisme, c'est une chose excessivement terrible. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour l'éliminer. Et c'est la même chose avec, évidemment, le principe de Joyce dans le domaine médical. On se rappelle tous du drame de Joyce et Echaquan. Donc, il faudrait, si M. Legault veut rencontrer des chefs, moi, je l'encourage très fortement et ce serait un pas dans la bonne direction. Mais est-ce qu'il y a quelque chose entre M. Legault et des indépendantistes? On dirait que j'ai entendu un chef, le chef du Bloc québécois dire cette affaire de racisme systémique ne devrait plus être admis dans le débat public. Hein? Ben, écoutez... Avez-vous entendu ça, M. Fortin? Non, ça, je vais être très honnête avec vous, ça, je n'ai pas entendu ça. Mais je sais que moi, par exemple, j'ai demandé, puis j'ai d'ailleurs débattu en commission parlementaire, il y avait une motion pour qu'on demande au gouvernement de faire reconnaître le principe de Joyce pour amener, évidemment, une absence de racisme à l'égard des peuples autochtones dans le domaine hospitalier, par exemple. Alors, donc, c'est des choses qu'il faut continuer de travailler pour que les droits de tous et de chacun soient respectés, ce qui est fondamental. Quand on parle dans cette entente que les Inuits veulent signer, lorsqu'on parle de l'autodétermination des Inuits, ça signifie concrètement quoi? Parce que oui, ce mot-là fait appel à l'indépendance d'une certaine manière. Non, pas dans, à mon avis, pas dans ce contexte. Vous savez, les peuples autochtones, bon, présentement, ils sont soumis à la loi sur les Indiens, ils ont des conseils de bande. En fait, et ce que ça fait, ce que ce traité ferait, sauf pour la question du statut indien, ça les sortirait du régime de la loi sur les Indiens pour leur permettre d'avoir un gouvernement à eux et évidemment être capable de gérer leur territoire. Mais écoutez, ça ne fait pas, quant à moi, là, ça fait pas en sorte qu'on parle ici là d'absence ou en fait de souveraineté totale. Le traité ne vise pas ça du tout et le traité partage évidemment des pouvoirs, mais reconnaît les souverainetés respectives. Est-ce qu'il y a des modèles de gouvernement autochtones comme ça, qui soient autonomes dans le reste du Canada? En fait, et ça, c'est un élément important que vous soulevez, et puis c'est aussi l'importance de ces négociations-là. Ce serait une avancée pour les peuples autochtones. Donc, c'est très important pour les peuples autochtones parce que ça leur permettrait évidemment de sortir de la loi sur les Indiens. Et évidemment, autre chose qu'on entend parfois, c'est que le traité, par exemple, amènerait un droit de veto. Alors, il n'y a pas de droit de veto. C'est pas le but. Ça vise cependant à permettre aux Inuits d'être capables, de diriger leur destinée chez eux avec leur peuple. Les Indiens ou les Premières Nations sont assujettis à la loi sur les Indiens. Est-ce que c'est pas avec le gouvernement fédéral qu'on devrait négocier cet aspect-là pour faire en sorte qu'ils ne soient plus soumis, les Premières Nations, à cette loi? En tout cas, ceux qui le veulent, qui veulent, comment dirais-je, s'affranchir de cette loi sur les Indiens, devraient pouvoir le faire. Mais on négocie d'abord avec le fédéral, non? Oui, en fait, c'est une excellente question que vous posez parce que dans le projet de traité, c'était avant tout des négociations tripartites. Alors, il y avait le gouvernement fédéral, il y avait le gouvernement du Québec et les trois nations Inuits. Et le gouvernement fédéral, lui, a déjà signé le traité. Donc, ça aussi, il faut le dire, c'est important. Quand M. Legault, en campagne électorale, a lancé
son échéancier du 31 mars, bien évidemment, le gouvernement fédéral a travaillé très fort et ils ont réussi à conclure, eux, l'entente. Alors, pour eux, ça a été fait. Maintenant, la balle est véritablement dans le camp du gouvernement du Québec. Est-ce que vous avez dit une entente tripartite? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un traité qui a été négocié avec le gouvernement fédéral. Maintenant, c'est la négociation avec le gouvernement du Québec. Pour un autre traité? Non, le même. Donc, on parle toujours du traité de Peter Pan ici. Non, mais le même texte et tout ça, là. Donc, le fédéral a signé, il reste seulement au provincial à signer pour donner force et vigueur à cette entente? À cette entente-là, oui. Je ne peux pas vous confirmer que l'entente avec le fédéral est identique avec celle qui est négociée avec le gouvernement du Québec. Alors, c'est deux ententes différentes. Sauf que le gouvernement fédéral, lui, a respecté l'échéancier du 31 mars. OK. C'est Québec qui traîne la patte. C'est Québec qui traîne de la patrie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur André Afortin. J'ai abusé un petit peu, là. Hein? Merci beaucoup, M. Pierre. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup et puis continuez à travailler fort pour mériter de bonnes vacances, M. Fortin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.